Sans plus attendre, on va commencer notre conférence. Donc, bienvenue encore une fois au présent dans cette salle, mais également à notre public sur le live diffusé sur notre page Facebook. Donc, comme à l'accoutumée, on va se retrouver pour une nouvelle conférence qui est incluse dans le cycle d'activités culturelles de notre musée, qui connaît une dualité numismatique artistique. Cette fois, c'est dans le cadre de notre activité artistique. Et là, nous allons évoquer un peintre majeur, des peintres marocains historiques, si on peut dire, c'est Abbas Saladi. Donc, c'était pour nous un grand honneur, mais également une grande responsabilité de parler d'un tel peintre, sachant la complexité de sa thématique, sachant, si on peut dire, la complexité de son œuvre, mais également le manque de connaissances des spécialistes sur cet artiste-là. Mais on a levé le challenge et on a décidé de réaliser une exposition temporaire sur Saladi pour que les gens puissent le connaître davantage et pour qu'ils puissent savoir ce type de peinture qui est assez particulier et qui sort, si on peut dire, de la normalité des peintres qu'on connaît. Donc, on a décidé de franchir le pas et de parler de ce peintre. On a fait l'exposition temporaire, c'était pas évident. Donc, pour rassembler les œuvres, pour que ces œuvres-là soient représentatives de l'histoire de l'artiste, et pour qu'on soit sûr de ne présenter que les œuvres qui ont une certaine qualité muséale. Donc, c'était pas évident, mais je crois qu'on a pu réussir le challenge. Et là, nous avons ouvert l'exposition, ça fait un bail. Et maintenant, on va parler de l'artiste, on va parler de son œuvre, et on va essayer d'être fidèle à son legs et de l'exposer de la manière la plus juste possible. Donc, pour élucider cette thématique, pour parler de ce peintre exceptionnel, nous avons fait venir des gens qui ont de l'expérience, qui soit l'ont connu en le fréquentant, en se liant d'amitié avec lui, comme Sil Endeloussi, si présent, que je remercie vivement pour sa participation, ou en ayant étudié son œuvre et en ayant réussi à déchiffrer quelques énigmes de ses réalisations, comme Sir Rachdi, qui est un critique d'art connu et que nous remercions également vivement pour sa participation. Et bien sûr, tout cela sera matché par Sibn Hamza, notre expert, notre ami, qui maintenant nous connaît et on le connaît suffisamment. Donc, il travaille avec nous, ça fait un bail. Et donc, qui va essayer d'arbitrer ce débat-là. Donc, c'est effectivement un débat parce qu'on n'est pas là dans un cours magistral, mais on est dans un débat, on est on va essayer de raconter ce peintre à travers sa personne, à travers son œuvre, à travers ses réalisations. Et c'est pas un débat fermé, hein, c'est pas consacré à ces trois éminents chercheurs, mais il est ouvert à tout le monde, que ce soit dans la salle ou sur le réseau. Donc, j'invite tout le monde à participer, à évoquer sa connaissance de l'artiste, à se poser des questions sur le bonhomme, sur sa vie, sur les mystères que véhicule son œuvre, hein, parce qu'elle reste mystérieuse, parce que les personnages, ils sont énigmatiques, parce que son monde, il est très différent du nôtre. Et ça, c'est ce qui donne à ce peintre-là tout l'intérêt et toute la beauté que nous cherchons et que je crois que nous avons réussi à élucider à travers l'exposition d'une grande partie de son legs. Donc, j'ouvre le débat et je cède la parole à Sibn Hamza pour qu'il puisse orchestrer tout ça. Alors, merci, monsieur Bornossi. Alors, à mon tour, bien sûr, je remercie toutes les personnes ici présentes
qui ont bien voulu assister à cette rencontre autour de l'œuvre de Saladi, comme a dit M. Bonossi, l'un des artistes peintres les plus curieux du paysage plastique marocain. Alors, au départ, bien sûr, je vais évoquer quelques aspects du personnage, de ce personnage particulier, évoquer en même temps et rapidement, bien sûr, ce qu'il a fait comme travail. Alors, je tiens aussi à remercier toutes les personnes qui ont participé à l'organisation de l'exposition rétrospective, dont je cite Madame Samia Daoudi, qui est la responsable des études artistiques au sein du musée, mais aussi Madame Hanan Hrizi, qui n'est pas là, je le vois, hein, et qui est responsable de la collection de la banque. Alors, on sait que Abbas Saladi a été orphelin à 5 ans de père et qu'il a été élevé à Casablanca par un oncle du côté de la mère maternelle, et que, arrivé à l'âge de 19 ans, il a passé son baccalauréat option lettres modernes. Après, il s'est inscrit à la fac des lettres de Rabat, option philosophie. Alors, il a passé une première année sans problème, un étudiant parmi d'autres, n'est-ce pas, qui s'intéressait à ses cours et travaillait assidûment pour une réussite. Il est passé ensuite à la deuxième année à la même faculté, et c'est vers la fin de cette année-là que Saladi a eu sa première crise. Est-ce que c'était une crise de nerfs? Est-ce que c'était une crise d'épilepsie? On n'a jamais vraiment su. Hein? Il y a eu tout un débat là-dessus pour définir la nature de la maladie qu'il avait attrapée. On pourrait aujourd'hui, n'est-ce pas, anticiper et dire tout simplement qu'il avait eu un problème cérébral, une sorte d'anévrisme ou de passage à une pathologie mentale, proprement mentale, qui nécessite un suivi psychiatrique. On ne sait pas. En tout cas, lors de cette première crise, il a été interné à l'hôpital à Rabat, ici à Rabat, n'est-ce pas? À Salé. La première, je pense, c'était à Rabat. Hein? À Rabat-Salé. Bon, où il a été plus ou moins soigné. À l'époque, il y avait le docteur Teib Shkili qui s'est intéressé à lui et qui a compris qu'il avait quand même un certain penchant pour la manipulation des crayons de couleur, etc. C'était comme une espèce d'échappatoire ou d'antidote contre ce dont il souffrait. Alors, après, bien sûr, un certain séjour passé à l'hôpital, Saladi est revenu définitivement auprès des siens à Marrakech. Il habitait à l'époque le quartier Sidi Bel Abbas. Et on dit que son prénom vient de là, hein, a été emprunté à ce saint dont on retrouve la coupole souvent dans ses dessins, après bien sûr. Hein. Alors, le premier traitement qu'il avait subi n'a pas été suffisant. Il a après chuté. Hein, après chuté à une première, une deuxième, une troisième fois, et il a été bien sûr soigné par d'autres médecins. Il a connu beaucoup de médecins tout au long de sa vie. En même temps, cela a impacté sur son comportement psychologique. Il est devenu solitaire, replié sur lui-même, n'est-ce pas, très peu
en médecine psychiatrique une sorte de cyclothymie. C'est-à-dire, d'après un de ses voisins de quartier, à qui j'ai posé la question, son état de santé oscillait entre des troubles de l'humeur, parfois explosifs, et des moments de sérénité qui étaient tels que on croyait avoir affaire, apparemment, à une personne, tout ce qu'il y a d'équilibré et de normal. Donc, ce va-et-vient entre deux pôles, n'est-ce pas, d'humeur ou de comportement, était quand même significatif auprès, bien sûr, des gens qui l'ont longtemps fréquenté. Ils ont compris qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas chez lui, côté, bien sûr, santé mentale. En même temps, il travaillait. Alors, il avait une petite chambre à la terrasse de la maison, n'est-ce pas? Et il travaillait sur du papier. Il dessinait. Il dessinait à cette époque-là sans aucune prétention, sans jamais penser être un jour un artiste, un grand artiste, ce qu'il est devenu aujourd'hui. Des dessins dans lesquels les gens vont peu à peu voir apparaître un monde extraordinaire, un monde étrange, chargé de symboles, un monde qui, avec le temps, on a compris qu'il était inspiré des contes populaires. Passaladi fréquentait souvent la place Jemal Fena, n'est-ce pas? Et il suivait les contes qui se racontaient là-bas. Et Passaladi aussi aimait lire. Hein? Il aimait lire, il lisait souvent en arabe. Il aimait beaucoup, il aimait les Une nuit. Il lisait beaucoup ce livre capital que les grands littérateurs connaissent, qui s'appelle La Conférence des oiseaux, Manterter, du poète Sophie Feriduddin Attar. Hein? Il lisait ça. Et aussi, il consultait de temps en temps des albums et tombait sur des peintures funéraires de l'ancienne Égypte, celles qu'on voit sur les parois des pyramides, n'est-ce pas? Donc tout cela, bien sûr, a concouru à lui procurer, à faire naître en lui une imagination immense, débridée parfois, et qu'on retrouve dans ses œuvres, avec, comme j'ai dit, beaucoup de symboles, avec une végétation d'une luxuriance édénique, comme l'a qualifié un critique, n'est-ce pas? Et en même temps, son style s'affinait. Il est resté, bien sûr, plus ou moins décoratif, mais il y avait une grande finesse dans la façon de tracer les traits, de positionner, un grand sens scénographique de positionner les personnages, n'est-ce pas? Quand on voit ces tableaux, par exemple, on a l'impression qu'il y règne une harmonie terrible, hein, extraordinaire. Et bien sûr, dans ses œuvres, il faisait référence au patrimoine architectural traditionnel. Hein, la coupole, les éliges, l'arcade, l'ogive, les piliers, etc. etc. On peut voir cela à l'exposition à côté. Alors donc, Saladi avait créé un monde à lui, un monde que d'autres ont qualifié de fantasmagorique, de féerique. Et ce monde-là, bien sûr, se différencie complètement de ce qu'un artiste peintre, disons, formé à l'école, fait. Passaladi a toujours été un autodidacte. Il a découvert tout seul, n'est-ce pas, sa manière de faire de la peinture. La question, est-ce que c'était vraiment un peintre? J'ai toujours pensé que c'était plutôt un dessinateur qu'on pourrait rapprocher de ceux qui font de la miniature. Hein, la miniature. Oui, tellement il y a de précision, il y a de manie dans sa façon de manier le crayon, n'est-ce pas?
et de façonner les images. Alors, je m'arrête là pour ne pas être long, n'est-ce pas? Et je vais donner la parole à nos invités, Monsieur Rachid Andalussi et Monsieur Mohamed Rachidi. Mais avant, je rappelle quand même qui sont ces gens-là. Alors, pour Monsieur Rachid Andalussi, tout le monde sait que c'est l'architecte par excellence de Casablanca, qui est sa ville natale. C'est un maître conférencier. Il a enseigné à l'École nationale d'architecture à Rabat et a fondé, comme membre du comité, la revue de décoration Maison du Maroc. Entre autres équipements à caractère administratif, urbain et culturel, nous signalons qu'il a entrepris la réhabilitation de la Villa des Arts de la Fondation ONA, de la Wilaya et des abattoirs, qui sont des lieux notoires et remarquables à Casablanca. Alors, il a aussi à son actif la Bibliothèque nationale de Rabat, la Bibliothèque d'Assela, en collaboration avec l'architecte français Christian de Portzamparc. C'est comme ça que ça se prononce? Non, pour la bibliothèque d'Assela, je n'étais pas avec Christian. Christian, on a fait ensemble le théâtre de Casablanca. D'accord. Alors, c'est une erreur que j'ai retrouvée sur Internet. Hein? Alors, M. Rachdi est membre de la Fondation Suisse-Maroc pour le développement. Il est aussi... je parle de M. Rachid Andalussi. Il est aussi le président de l'association Casa Mémoire, créée en 1995. Et il est aussi président de plusieurs... il est président du jury de plusieurs concours nationaux et internationaux, comme il a reçu plusieurs prix nationaux et étrangers. Alors, c'est aussi un grand amateur d'art et un collectionneur averti. Et il a toujours considéré l'activité artistique comme un levier indispensable au développement. Alors, côté sport, n'est-ce pas? Et ça, je ne le savais pas. Hein, il est, depuis l'année dernière, le président du club Raja. Hein, ouais. Alors, c'est une autre tâche, non des moindres, n'est-ce pas? Mais c'est surtout une manière de prouver qu'il aime toujours et il reste très attaché à sa ville natale, Casablanca. Alors, M. Rachdi est titulaire d'un doctorat en art plastique obtenu à Paris-Sorbonne 1. C'est un artiste plasticien qui a réalisé plusieurs expositions individuelles et collectives au Maroc et à l'étranger. En tant que commissaire d'exposition et critique d'art, il a publié de nombreux livres et articles et préfaces de catalogues, ainsi que des ouvrages spéciaux sur l'art contemporain, dont Art et Mémoire, dans la collection Ouverture philosophique chez l'Harmattan, à Paris, Interférences, références marocaines de l'art contemporain aux éditions Le Rare, en France. Il a aussi dirigé des ouvrages collectifs sur des artistes consacrés tels Abdelkbir Rabi et Mohamed Drissi. Aujourd'hui, il est le directeur scientifique de la collection Abstract, dédiée aux monographies d'artistes aux éditions Le Fennec à Casablanca. Il dirige encore les collections Éclairage et entre la thématique aux éditions DK à Casablanca. De 2008 jusqu'à 2019, il était le responsable du mécénat culturel de la Fondation Société Générale et en 1917, il a fondé à Casablanca le Centre d'art et de culture. Je donne la parole à M. Rachid Andalussi. Merci pour votre présentation. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Très heureux d'être là. C'est avec grande émotion que j'ai accepté de parler de mon ami Bess Seledi, que j'ai connu malheureusement peu de temps, puisque je l'ai connu de 1985 à sa mort en 1992. Donc 7 ans d'amitié, très très fort, très dense, où moi-même, j'ai cherché à aller le voir. Je voulais le voir. Je l'ai cherché et je l'ai trouvé. C'est cette histoire que je voudrais vous raconter tout simplement. Je suis ni expert, ni critique d'art. Je suis l'intrus dans l'histoire, mais avec une expérience humaine, avec un grand artiste, un vrai artiste, un grand créateur,
C'est comme ça que j'ai vu les choses. C'est pour cela que j'ai été les chercher. Je connais, enfin, j'étais un peu, peut-être plus ou moins bercé dans les arts parce que mes parents connaissaient pas mal d'artistes, des amis qui venaient avec mon père à la maison. Mais ma découverte, c'était au lycée Mohamed V quand j'étais jeune. J'avais 12 ans peut-être, où il y a eu justement une descente des artistes marocains, et pas des moindres, Belkaya, Mellihi, Cheba. Et c'était le mouvement Souffle de Casablanca qui est arrivé pour, avec en grande fulgurance, investir l'espace populaire et avec leur acte populiste, je dirais, parce que il est vrai qu'on peut écouter de la musique et éduquer l'oreille à écouter de la musique et apprécier, mais venir et investir des espaces et exposer pour les jeunes, c'est un peu quelque part une violence parce qu'on ne pouvait pas avoir les codes pour pouvoir comprendre ce qu'il y avait en face de nous et qui était vraiment pour nous de l'abstraction, hein, une chose étrange, insolite, qui effectivement décorait les lieux et les espaces du lycée, mais on n'avait pas les moyens d'en parler quand notre prof de français nous a demandé de décrire ou de parler de ce qu'on voyait. Donc on n'avait pas les outils. Et pour vous dire que, quand même, l'art, c'est un domaine assez spécifique, assez particulier. Et de là, bien sûr, j'ai fait des études, bien sûr, d'architecture, et puis bon, il y a eu des profs au lycée qui nous ont marqués. Je parle de Abdelkbir Rabia, qui était prof de dessin au lycée, qui nous a appris les merveilles et les secrets de la perspective. Et voilà que je reçois un de mes premiers livres quand j'étais étudiant d'une amie, la femme de Laski Ahmed, Laurence, qui m'a offert un livre à la flamand, que vous connaissez tous, et qui parlait des artistes marocains, les Chaïbia, les Talal, les Belkahia, Hassani, Miloud, Fatima Farouj, Ben Allal et d'autres. Et voilà que je tombe sur quelque chose qui ne ressemble à rien, qui ne ressemble pas aux autres, c'était Saladi. Et j'ai vu en Saladi l'artiste créateur. Il m'a interpellé tout de suite. J'ai accroché son monde, j'ai accroché ses personnages, j'ai accroché ce grand bonhomme qui avait, pour moi, l'artiste, le créateur. C'était plus ou moins, je pouvais le comparer au douanier Rousseau, qui était aussi presque un autodidacte ou presque, et qui peignait ses émotions. Et c'est ce que j'ai compris un peu chez Saladi. Et à la première exposition chez Talal, dans son atelier aux Galeries Elifba à Casablanca, et comme j'étais lié d'amitié à Chaïbia et Talal, donc j'ai été le voir en disant, écoute, il y a une exposition, je cherche à voir Saladi. Il me dit, tu as de la chance, Saladi sera parmi nous ce soir. Donc tu me présentes. C'est comme ça que ça s'est passé. C'était ma première rencontre avec Saladi. Depuis ce jour-là, je ne l'ai pas lâché. Je ne l'ai pas lâché parce que je voulais voir ce qu'il faisait, je voulais voir sa peinture, je voulais voir son travail. Et c'est là où j'ai appris à connaître Saladi. Saladi, effectivement, il a traversé des moments très difficiles. Taïeb Chkili était là pour l'aider. Alors, le mal de Saladi, c'était, parce qu'il me l'a raconté, c'est que c'est une rougeole. Il avait eu la rougeole à l'âge de 10 ans, mal soignée. Et ça a impacté son cerveau. Et Saladi était, disons, bien sûr, bon pour la psychiatrie, mais c'était une personne qui faisait ses crises. Quand on parle de crise, c'était des crises très passives et silencieuses. C'est-à-dire qu'il rentrait dans une situation introverti sur lui-même, recroquevillé, il ne parle pas, il ne discute pas, mais dans sa tête, il parle, il discute, il peut raconter des histoires. Bon, ce sont ces histoires, c'est ces moments un peu difficiles, mais j'étais là pour accompagner un ami, un homme. Donc il y a eu des moments, on a commencé à avoir des échanges, on s'est écrit. Il a commencé à me demander des choses, mais cela dit, j'ai compris par la suite qu'il aimait les architectes. Et il était attiré par les architectes. Pourquoi ? Parce que
tous les matériaux de travail de Saladi, c'était ceux des architectes. Donc, ils travaillaient avec le rotring. Toute la finesse du tracé de Saladi se faisait avec les plumes des architectes, où le trait de 1 mm, on a les plumes de les 0,1, c'est le dixième du millimètre, avec cette précision. Et c'est ces éléments-là que Saladi venait à chaque fois chercher dans mon bureau, avec du papier très spécial. Voilà un peu les secrets de Saladi. Et comme il savait que je bougeais beaucoup entre Casablanca et Paris, j'avais toujours une liste pour Saladi, pour les aquarelles. Il savait ce qu'il faisait. Il savait avec quoi il devait travailler. C'est un garçon qui était minutieux de bout en bout, qui était travailleur de bout en bout, qui avait une obsession. C'est vrai que Saladi était emparé, était envahi par une obsession maladive, où il voulait les meilleurs pinceaux, les meilleurs rotrings, ces plumes d'architecte, les meilleurs supports pour travailler et les meilleures aquarelles. Donc, il avait les noms, il y avait les précisions, les adresses où on devait aller lui chercher ce qu'il voulait. Il avait des amis partout, aux États-Unis, au Japon. Et donc, il se faisait... il avait, disons, entre guillemets, des fournisseurs de partout. J'en faisais partie. Je le faisais aussi avec grand plaisir. Et lui-même était étonné de voir qu'il y avait quelqu'un qui s'intéressait à son travail. Peu de monde venait le solliciter pour ce qu'il est. Il était aussi en manque de reconnaissance. Il est vrai que j'étais là, j'ai participé un peu à pousser, à développer son personnage. Hein. Donc, je sais pas le travail il le faisait très très bien. Il n'avait besoin de personne parce que il y avait une narration dans son travail. Il l'a raconté très très belle. On vous disait tout à l'heure que c'était un dessinateur. Je dirais que c'est presque quelqu'un de la bande dessinée. Il pouvait facilement évoluer à la bande dessinée parce qu'il faisait parler ses personnages. C'est quelqu'un qui avait aussi tout un monde à lui, hein, donc, où ses personnages parlaient, où ses personnages avaient des noms. Hein. Lui, il leur donnait des noms. Sa crise venait du fait que alors il avait vu le film de Hitchcock, Les Oiseaux, et ça l'a un peu marqué complètement. Et puis bon, il l'a bien senti aussi, donc il a été envahi par les oiseaux. Hein, c'est ce qu'il raconte. Enfin, il y a beaucoup d'anecdotes, mais je m'arrêterai là pour peut-être reprendre la parole tout à l'heure si le besoin se fait sentir. Alors, merci beaucoup, Monsieur Ndel aussi. Le fait que, effectivement, Saladi s'intéressait aux oiseaux, parce qu'à Marrakech aussi, il y avait beaucoup d'oiseaux. Et Saladi aussi, quand il était jeune, il avait une cage avec un chardonneret, hein, et il entretenait très bien la cage, la nettoyait, et parlait, discutait avec son oiseau. Donc, la référence est tout à fait à sa place. Hein. Alors, je donne la parole à Monsieur Mohamed Rachdi. Mohamed Rachdi va éclairer davantage notre lanterne en procédant à une approche plus synthétique, n'est-ce pas? On va mieux pénétrer dans cet univers fantasmagorique saladien. Monsieur Rachdi. Merci beaucoup. Merci à vous toutes et tous. En fait, j'étais très fatigué. Vraiment. J'ai eu la 2e dose de vaccin qui m'a complètement massacré. Je ne sais pas si c'est valable pour tout le monde, mais en tout cas, moi, la 2e a été vraiment radicale. J'ai quand même travaillé. J'ai failli ne pas venir, hein, je vous avoue. Mais bon, je me suis dit, il faut quand même que j'y aille. Je suis toujours un peu fébrile. J'ai préparé quelque chose. Je n'ai pas bien calibré mon temps. Je vous le dis tout de suite. Si jamais ce que je vous raconte vous ennuie, vous m'arrêtez tout de suite. Il y a des choses qui ont été dites. Je vais peut-être les redire, mais autrement. Mais bon, on va essayer de rentrer un petit peu, de vous donner ma manière un peu de voir ce travail qui est assez extraordinaire.
Le titre, c'est moi qui l'avais proposé d'ailleurs de cette rencontre quand tu m'avais appelé. Alors je leur avais dit, bon, moi au départ je pensais que c'est une rencontre que j'allais modérer, donc je donnais le titre comme ça. Et finalement, je l'ai pris comme titre de mon intervention, donc de la singularité d'une expérience artistique. Évidemment, l'étrangeté et la singularité de l'œuvre d'Abbas Saladé est un constat unanime. Hein, c'est écrivain, poète, critique d'art, historien d'art, philosophe, psychanalyste, journaliste, etc. Essayent tous, chacun à sa manière, de percer l'évidence de son mystère. Les études se complètent, mais ne s'annulent pas. Chaque lecture vient apporter un éclairage particulier, une ouverture sur une œuvre qui demeure insaisissable. Vous l'avez tous rappelé. Du fait d'abord que l'artiste lui-même n'a pas donné que très peu d'éléments susceptibles de faciliter l'accès à la signification de son œuvre. De fait ensuite que la dite œuvre présente toutes les caractéristiques d'une œuvre paradoxalement hermétique, tout en offrant par là même le champ large ouvert à l'interprétation infinie. L'œuvre de Saladi se caractérise par son audace créative, jamais réductible au simple jeu formel, par son potentiel narratif, clairement, jamais clairement énoncé, et par son inscription sur un territoire poétique jamais nettement marqué, qui se situe à la lisière entre le réel et l'imaginaire. C'est tout cela qui fait des œuvres de Saladi des œuvres énigmatiques, sans cesse sujettes à une pluralité de lectures. Celui qui se préoccupe de la gestation des formes trouvera dans la fertilité de son vocabulaire plastique matière à brouter. Celui qui interroge le fonctionnement de la psyché humaine, un vaste univers fantasmagorique à décrypter. Celui qui est porté par l'invention littéraire et poétique, une profusion d'images à faire parler. Celui qui cherche le transport méditatif des miroirs sans fond à contempler. Celui qui questionne la société, ses pratiques et ses croyances, une infinité de motifs instructifs. L'œuvre de Saladi n'était jamais son dernier mot. Et il n'y a aucune raison de lui en demander. Car il ne s'agit pas d'une œuvre monosémique qui ne cherche à véhiculer qu'un seul et unique message, mais d'une œuvre véritablement polysémique qui fonctionne sur un mode éminemment suggestif. Cherchez donc à savoir ce que voudrait dire au juste l'artiste, c'est tout bonnement faire fausse route, me semble-t-il. La meilleure posture, ce qui est d'ailleurs valable à mon sens face à toute œuvre d'art, mais sans doute encore plus particulièrement face à celle de Saladi, c'est de se laisser imprégner par l'univers étrange de cet artiste. C'est se laisser emporter par ces personnages, se familiariser avec la manière singulière dont ils occupent leur espace, s'y émeuvent et y vivent. Plus encore, c'est s'identifier même à eux jusqu'à se sentir des leurs. C'est peut-être à ce moment-là seulement qu'on pourra commencer, non à savoir ce que l'artiste chercherait à nous dire à travers eux, mais à en avoir quelques expériences, j'allais dire, ontologiques. Qu'on commence à connaître la réalité de ce qu'ils sont. Connaître dans le sens étymologique du terme, c'est-à-dire naître avec. C'est ce que, modestement, je vous propose à travers cet exposé. C'est tout simplement de tenter de cerner quelques traits caractéristiques qui font de l'œuvre de Saladi une œuvre tout à fait singulière. Toute œuvre est liée à la vie de l'artiste, et notamment à son enfance et à l'environnement de son vécu. Abbas Saladi, dont le prénom
serait relié à l'un des 7 saints de Marrakech, Ibn Abbas, a eu une vie courte, de juste 42 ans. Il est né en 1950, le Maroc étant encore sous occupation. Et il est décédé en 1992. Le pays commence à peine à sortir d'une période politique, économique et socioculturelle difficile. Le moins qu'on puisse dire, c'est que la vie de Saladi était loin d'être un long fleuve tranquille. Orphelin de père, tu l'as rappelé, très jeune, à l'âge de 4 ou 5 ans, on n'est pas sûr en fait, 5 ans. Sa mère, ne pouvant assumer les subsides, tu l'as rappelé également, l'a envoyé à Casablanca chez son oncle, Si Mohamed Dabr. En fait, elle avait 2 oncles à Casablanca, avant d'être accueillie par un autre oncle, Driss, qui aurait vu en l'enfant l'opportunité d'une aide non rémunérée parce qu'il travaillait dans un café dans l'ancienne Médina. Ce double arrachement précoce n'est pas sans incidence sur sa constitution psychique, et par conséquent sur son œuvre future. Mais le jeune Saladi, timide et introverti, affectionnait déjà l'activité de dessin, où spontanément il noyait autant que possible sa solitude et suturait sa blessure d'orphelin. Son bac en poche, je l'ai rappelé aussi, en 1972, elle se rend à Rabat pour entamer des études de philosophie, qu'il ne finira jamais. Étant dès la 2e année universitaire sujet à une crise qui a nécessité son internement, donc à l'hôpital de Salé Razi. Lors de ce séjour psychiatrique, le médecin Taïb Chkili, que vous avez tous les deux rappelé, a remarqué l'intérêt de Saladi pour le dessin et lui a fourni le nécessaire afin qu'il puisse s'exprimer. Mais il ne l'a jamais vraiment étudié, ce qui est déjà une bonne chose, c'est d'avoir constaté ça et de l'avoir encouragé. L'activité créatrice devient désormais son champ d'investissement privilégié, que certaines rencontres vont aider à s'épanouir, la tienne par exemple, et notamment celle de la galerie Pauline de Mazières, lors d'une exposition de Hussein Miloudi à l'hôtel de la Mamounia à Marrakech en 79, je crois. À Marrakech, Saladi, là tu l'as rappelé, il retrouve les quelques membres qui lui restent de sa famille, puisqu'il avait perdu son père, sa mère. Il rencontre notamment sa sœur qui va l'aider, qui va vendre ses dessins. Il vivra dans le quartier pauvre, bien nommé Dur le Massakin. En plus d'avoir eu une enfance difficile, Saladi n'a jamais bénéficié d'aucun enseignement artistique. Ces 2 réalités vont impacter son œuvre et contribuer fortement à en forger la singularité. En effet, les figures de l'absence du père, définitivement perdues, mais aussi de la mère qui n'a pas pu le garder, et dont Saladi semble garder comme la déchirure vive d'un abandon irréparable, vont s'exprimer de diverses manières dans ses œuvres. Une étude psychanalytique sérieuse demanderait d'ailleurs à être entreprise dans ce sens-là, pour bien comprendre l'incidence de cette déchirure initiale dans l'activité créatrice de l'artiste. Il n'y a pas encore d'études véritablement psychanalytiques de son œuvre. De même, le fait de n'avoir pas effectué d'études d'art va contraindre Saladi, profondément porté par la sublimation d'une réalité aussi complexe que difficile, à négocier sa carence technique jusqu'à la transfigurer en un atout. La nécessité brûlante de s'exprimer, d'extérioriser à tout prix ce qui prime en lui, va conduire Saladi à mettre au point son propre langage plastique. Un langage plastique tellement singulier qu'il opère sans le vouloir
une véritable rupture esthétique dans le champ des arts plastiques au Maroc. Nul autre que lui en effet, ni avant lui, ni après lui, ne s'est exprimé et ne s'exprimera pas, enfin ne s'exprime toujours pas, et ne s'exprimera pas, je crois, avec une telle écriture que Saladin a savamment mis au point et dont il a le seul l'exclusivité. Oui, je dis bien savamment, car cette écriture plastique est bien loin d'être naïve, comme on est tenté de le penser a priori. En effet, l'écriture de Saladin est une écriture bien échafaudée, avec ses propres lois combinatoires, son espace spécifique de déploiement, son fonctionnement poétique et son champ de référence. C'est une écriture savante, mais qui obéit à un savoir hors de commun, non conventionnel, un savoir authentique, absolument original et qui coule de source. Et c'est sans doute pour cette raison que, tout en étant parfaitement reconnaissable par sa limpidité formelle et sa singularité esthétique, cette écriture plastique est troublante, qui ne cesse de nous dérouter en nous interdisant l'accès à son hypothétique sémantique. Le fait que son écriture, son racine, dans les profondeurs d'un être taraudé, ayant su élaborer son langage spécifique sans étudier les techniques d'expression plastique, fait que Saladin a très vite trouvé sa place. Et quelle place? Dans un monde de l'art qu'on sait particulièrement hermétique. Une place tout à fait exceptionnelle, qui fait que, apprécié ou pas, on ne saurait ne pas reconnaître en lui un artiste inouï, doué d'une incomparable singularité créative. Il est à souligner que l'avènement de l'univers singulier de Saladin survient à un moment de l'histoire de l'art au Maroc où le besoin de sortir d'une situation qui s'essouffle se ressent fortement. En effet, à la fin des années 1970, les enjeux post-coloniaux de l'art et de la culture focalisés sur la problématique identitaire commencent à perdre de leur pertinence. La recherche commune qui donnait du sens en assurant une certaine cohérence aux pratiques des années 60-70 s'éteint de plus en plus. Les jeunes artistes natifs des années 50, dont fait donc partie Saladin, comme Najian El-Hajji, Fouad Belamine, Mustafa Boujmaoui, on voit une œuvre de Mustafa Boujmaoui ici, et bien d'autres encore, commencent à tourner le dos à leurs aînés en explorant de nouveaux horizons artistiques dans le souci de développer des pratiques susceptibles d'affirmer leur individualité. Sans doute Saladin créait-il dans l'inconscient de cette mutation en cours. Mais son œuvre s'inscrit parfaitement dans cette dynamique où les jeunes artistes contemporains négocient chacun sa singularité artistique dans le flux des références par-delà celle de son aire d'appartenance et par-delà des revendications identitaires qui leur paraissaient de plus en plus caduques. Où se situe alors la singularité de l'œuvre de Abbas Saladin? Elle réside dans les thèmes qu'elle développe, dans le langage plastique élaboré pour les mettre en forme, et bien sûr aussi dans l'étrangeté de l'univers poétique qu'il déploie. Si, à ses débuts, Saladin traite des thèmes de la vie quotidienne, très vite, il va ouvrir un champ thématique tout à fait unique en son genre. De manière intuitive, elle explore la frontière entre réalité et fiction. Si l'on peut voir dans ses œuvres les thèmes du paysage naturel ou urbain, le thème du corps ou encore celui de la nature morte, c'est-à-dire, en fin de compte, des thèmes
qui se réfère au monde visible, l'invisible est ce qui le préoccupe au plus haut point. Saladi met en scène sa vision singulière du monde métaphysique pour nous ouvrir à sa projection dans l'au-delà paradisiaque. Elle donne à voir sa vision du monde diabolique et angélique, celui notamment des djinns et autres personnages surnaturels contre lesquels Saladi, l'homme et l'artiste, semblent se battre. Des personnages totalement étranges qui hantent son esprit et qui sont le fruit d'une articulation subjective de la mémoire individuelle avec la mémoire collective. Une subjectivité et une spontanéité qui laissent la part belle à l'œuvre de l'inconscient. Pour Saladi, le monde métaphysique n'est pas vraiment coupé du monde physique, et l'inverse est vrai. L'enjeu de l'activité créatrice de l'artiste consiste à générer des conditions de possibilité des passages du monde invisible dans le monde visible et du monde visible dans l'invisible. Comment rendre visible ce qui se trame dans notre intériorité? Comment mettre en image perceptible à l'œil ce qui s'agite dans mon espace mental et le tourmente? Tel est ce que semble porter l'entreprise artistique de Saladi. À considérer la fabrique des images dans ces peintures, on remarque clairement que l'artiste négocie sans cesse des possibilités de passage entre le visible et l'invisible. Tout en étant collé au sol même où se déroule sa vie, l'artiste œuvre à un transport vers des cieux métaphysiques. Peut-être qu'à travers ces passages du physique au métaphysique, Saladi cherche-t-il tout simplement à apprivoiser l'invisible qui le ronge et à se familiariser avec ses démons. Ce qui est certain, c'est que dans cette négociation de visible et de l'invisible, l'artiste élabore une expression plastique des plus singulières. Qu'est-ce qui caractérise alors le langage plastique de Saladi? Tout d'abord, la simplicité des moyens, je l'ai rappelé. La quasi-totalité de son œuvre est produite sur du support papier, à l'aide essentiellement d'encre, de feutre et de gouache aquarellée. Les formats sont modestes, excepté quelques pièces de taille relativement grande, réalisées en fin de carrière et qui sont probablement financées. Ensuite, il y a les procédures techniques, ou les procédés techniques, qui sont également simples. Toute l'activité artistique de Saladi se résume à de dessins colorés et souvent même à de dessins purs, sans aucun ajout de couleur. Le trait chez Saladi, je l'ai rappelé aussi, n'est pas hésitant. J'aimerais bien montrer quelques images, alors je ne sais pas comment, sur cet ordinateur. Vous pouvez m'aider parce que moi je travaille sur Mac. Oui, mais là, ok, ça marche? On voit? Ok. Donc le trait chez Saladi n'est pas hésitant. Son tracé est ferme et sûr, sans reprise ni rature. Il cerne nettement les figures en les définissant parfaitement. Toutefois, si les moyens employés sont simples et clairs, le langage plastique qui en résulte est complexe et les espaces qu'il génère ne le sont pas moins. À vrai dire, Saladi n'est pas un plasticien, tu l'as dit aussi, mais un imagier. Son souci premier n'est pas de produire de nouvelles formes en explorant le potentiel des éléments plastiques,
Ce qui le guide est de rendre visible l'invisible en lui agissant. C'est de mettre en image ce qui se trame dans les plis enfuis de son être. Et c'est précisément parce qu'il n'investit pas le champ de l'art en tant que plasticien, soucieux de la forme comme telle, mais en tant qu'imagier, c'est-à-dire en tant que conteur, qui a besoin de narrer ses histoires en les mettant en image, que Saladi a pu forger un langage plastique inouï. Un langage qui ne ressemble à aucun autre et qui est seul apte à donner la visibilité à ses propres images mentales. La singularité de ce langage plastique revient aussi à la manière toute personnelle dont l'artiste articule 3 registres esthétiques. Premièrement, celui de la part de l'Antiquité égyptienne, clairement remarquable dans la manière de représenter le corps humain avec la tête exagérément allongée et vue de profil, et le reste du corps généralement de face, mais aussi dont la vêture est en pagne, notamment réservée aux hommes masculins. Deuxièmement, celui des arts traditionnels marocains, qui s'exprime dans le goût qu'a Saladi pour le ciselage des formes et leur foisonnement ornemental qui envahit ses compositions. Troisième registre, celui de l'imagerie populaire, puisant dans la miniature arabe et persane, qui apparaît dans l'utilisation des cernes et des aplats de couleurs vives, dans le rabattement des plans sur la surface, dans l'articulation des figures avec leur fond, mais aussi dans les encadrements dessinés et ornés, comme le faisait Mohamed Ben Ali al-Bati, par exemple. L'articulation donc de ces 3 registres permet à Saladi de mettre au point son style singulier, bien reconnaissable entre tous. Elle est le seul artiste marocain qui utilise les moyens plastiques mis au point par ses propres soins pour raconter des histoires où s'entrecroisent des bribes de références communes avec de pures inventions personnelles. Les histoires que Saladi situe dans des environnements qui ne sont pas coupés de son cadre familier. En effet, Saladi, afin de situer ces scènes, emprunte le plus souvent au paysage local, celui de Marrakech, sa nature et à son architecture, ses montagnes, ses palmiers, oliviers, orangers, ses patios, ses arcs, ses fontaines, ses éliges, stucs, minarets, coupoles, tuiles vertes, etc. Comment alors Saladi compose ses œuvres? Comment gère-t-il son espace? Mais tout d'abord, qu'en est-il des formats qu'il choisit pour ses compositions? Elles sont très majoritairement pris dans le sens vertical, ce qui semble a priori en contradiction avec le dispositif classique qui exige le récit narratif, qui se déploie en général dans le sens horizontal. De nombreuses représentations artistiques qui racontent des histoires mythologiques, religieuses ou événementielles à travers l'histoire de l'art obéissent en effet à ce dispositif horizontal qui déploie donc le récit d'une manière linéaire et séquentielle. En optant pour des formats verticaux, Saladi semble intuitivement guidé par quelques nécessités intérieures d'exprimer une orientation ascensionnelle. Et de fait, la plupart de ses œuvres ne représentent pas tellement la profondeur tridimensionnelle dans l'espace bidimensionnel, mais travaillent au contraire à porter le regard vers les hauteurs en épousant autant que possible la surface du support. Vous voyez, on est tous portés vers les hauteurs. De plus, Saladi s'est essayé
à certains formats qui ne sont pas quadrangulaires. Ce format quadrangulaire étant hérité de dispositifs de la représentation tel qu'il a été mis au point par la peinture de la Renaissance en Occident, dans son souci qu'on connaît de reproduire l'illusion d'une fenêtre ouverte sur le monde, mais de forme circulaire et surtout ovoïdale, c'est-à-dire format qu'il présente souvent dans le sens également vertical, mais parfois tronqué au sommet, comme ce qu'on voit dans le dernier, pour signifier leur possible prolongement dans les hauteurs célestes. Quelque chose qui s'élève et qui part, qui a tendance à quitter le champ de la peinture. Le choix du format vertical n'est pas sans contraindre, cela dit, à développer d'autres moyens de déployer ces histoires, ce qui n'est évidemment pas sans incidence sur l'organisation de ces compositions et la gestion de leur espace. Il est bien clair qu'en dépit de ces multiples références à la réalité visuelle, Saladi ne se préoccupe pas tant de reproduire le visible, mais de rendre visible, pour paraphraser Paul Klee. L'un des procédés récurrents chez Saladi est celui qui consiste à ordonnancer l'espace par strates. En aménageant donc son espace par strates, ça lui permet comme ça de sortir de cette logique de l'horizontalité, dont il est question. Donc son récit peut se déployer comme des lignes d'une écriture sur une page de livre. Ce type d'organisation en frises superposées s'enracine clairement dans celui des arts traditionnels marocains. Il est particulièrement présent dans les tapis berbères, mais aussi dans les revêtements des murs des demeures et édifices religieux. Il arrive souvent aussi que l'artiste opte pour une structure dynamique de forme sinusoïdale pour déployer son récit selon un mouvement ascensionnel. Vous voyez comme ça, une espèce de flamme qui se déplace. Le fameux carrelage en forme de damier alternant carreaux noirs et carreaux blancs qu'affectionne Saladi et qu'il est le seul au Maroc à utiliser avec tant d'insistance, prend dans son œuvre le statut d'un véritable marqueur d'identité, d'une marque de fabrique bien singulière. C'est que ce damier, en plus d'ancrer son œuvre dans le lieu même de son avènement à la visibilité, puisqu'il se réfère à celui qui pave le sol de son propre atelier, elle s'avère pour l'artiste d'une grande utilité plastique. En effet, ce carrelage, qui nécessiterait à lui seul une étude particulière, est un extraordinaire outil visuel. Le contraste absolu et l'orthogonalité qui le caractérise sont exploités par l'artiste pour contorsionner à volonté les étendues de ses œuvres entre bidimensionnel et tridimensionnel, tout en assurant une certaine cohérence à la composition et surtout en aménageant habilement des espaces d'inscription de ces scènes. Les formes de personnages, des éléments végétaux et autres figures curvilignes se détachent sur leur caractère rectiligne de manière tout à fait évidente. Un carrelage qui, en plus d'exacerber le jeu optique sur la surface de l'œuvre, joue sans cesse entre apparition, disparition, réapparition. On a l'impression qu'il tisse comme ça l'espace de l'œuvre. Saladi annule parfois toute profondeur en utilisant un fond monochrome, comme ici, traité en aplat et sans aucune modulation.
Les figures sont alors organisées en surface et paraissent flottantes, comme simplement collées sur le support. Cet aplatissement des figures sur un fond monochrome porte son dispositif plastique vers l'abstraction. Abstraction qui n'est jamais vraiment réalisée par l'artiste, même si certaines de ses compositions tendent vers elle, comme celle-là par exemple. De toute façon, recherche de l'abstraction ou pas, Saladin se plaît manifestement à jouer avec des lignes et des étendues chromatiques pour dynamiser ses compositions en y générant des mélodies et des rythmes plastiques qui peuvent tout à fait être appréciés en tant que tels. La singularité de la gestion de l'espace plastique chez Saladin réside aussi dans la manière dont l'artiste entrelace le bâti et son environnement, l'intérieur et l'extérieur. Dans la plupart de ses œuvres, d'ailleurs, c'est pas dans une ou deux, mais la plupart, il y a cet entrelacement du bâtiment et de l'environnement du bâtiment. Donc, en effet, le plus souvent, les scènes que représente l'artiste se situent dans des intérieurs, en plaçant le spectateur, et l'artiste est le premier spectateur, comme témoin de la scène. Mais l'artiste aménage quasi systématiquement des ouvertures vers l'extérieur, vers l'au-delà de l'espace bâti. Des portes s'ouvrent pour conduire le regard vers l'extérieur. Les bâtiments s'interrompent pour montrer des paysages lointains faits d'arbres, de montagnes et de ciels dégagés ou animés de nuages. Cela sans nécessairement respecter les lois de la perspective classique. Il arrive souvent que l'au-delà du bâti est soit peint en monochromie, comme ce qu'on voit ici, soit recouvert tout simplement, ça devient une espèce de plan, ou tout simplement laissé en réserve, comme on voit ici, le fond est juste la page, le support de papier vierge. Et ce dispositif fait que parfois, on ne sait plus si on est à l'intérieur ou à l'extérieur. Comme dans cette pièce-là que vous voyez, on ne sait pas si derrière cette construction-là avec la coupole en tuiles, le toit en tuiles, si on va sortir ou si on est à l'intérieur. D'ailleurs, Saladin cultive des ambiguïtés spatiales à volonté. Quand on regarde cette peinture, elle est bourrée de ces ambiguïtés spatiales. C'est le cas, je vais vous donner juste un exemple, c'est le cas donc de cette œuvre qu'il a réalisée en 91, où l'on voit au premier plan un oiseau sur le fameux pavage noir et blanc qui est bordé de deux garde-corps sur lesquels sont perchés symétriquement deux autres oiseaux. Ce pavage opère une profondeur dans l'œuvre, en nous introduisant dans la scène où se dresse un couple à l'encadrement d'une ouverture en arc. Ouverture qui donne sur un monochrome bleu qui semble représenter le ciel, ce qui situerait la scène dans quelque hauteur céleste, se retrouve quelque part dans les cieux. Or, le fond de l'œuvre est totalement animé par une sorte d'oasis où les silhouettes de palmiers sont disposées sur un fond monochrome jaune, sans aucun respect des lois de la perspective. Ce qui est censé représenter une palmeraie apparaît ainsi comme un simple mur plat, tapissé d'un papier peint, animé de motifs végétaux. L'ambiguïté spatiale est manifeste dans cette œuvre. On ne sait plus si on est dans un intérieur dont les murs sont ornés c'est-à-dire ornés de ces motifs végétaux, ou bien dans un jardin. Nombreuses sont les réalisations de Saladin où l'espace est ainsi construit selon des ambiguïtés entre tridimensionnalité et bidimensionnalité. Une tension est générée entre un besoin de générer une illusion de profondeur
est celui de se conformer à la surface plane du support. C'est que Saladi œuvre en permanence à faire glisser la réalité dans l'imaginaire et l'imaginaire dans la réalité. En fait, l'œuvre de Saladi n'est collée à la réalité visuelle que pour mieux en décoller. Et ce besoin de décollage, du réel, est porté par sa quête des hauteurs métaphysiques, là où s'épanouit le jardin paradisiaque. Beaucoup de ces scènes semblent suspendues dans des espaces aux contours indéfinis, évoluer sur des fonds monochromes ou flottantes dans des ciels vaporeux au vol d'étranges oiseaux reptiliens. À cet effet, Saladi use de divers procédés plastiques. Pour pouvoir donner cette impression de quelque chose qui flotte, il use de divers procédés plastiques. D'abord, dynamiser les éléments architecturaux, et plus particulièrement le carrelage noir et blanc. Il le dynamise, il devient comme une flamme, comme ça, qui a tendance à serpenter, à quitter le sol. En plus, il peut, deuxièmement, situer la scène au sommet des végétaux, en l'ouvrant vers le ciel. Troisièmement, se couper complètement du sol en situant la scène dans les cieux. Là, on est carrément, on flotte dans le ciel. Quatrièmement, organiser la scène sur un fond monochrome, comme on l'a déjà vu. Cinquièmement, situer la scène dans un espace au contour irrégulier, en préservant l'entourage comme inachevé, quelque chose de nuageux, de vaporeux, qui flotte. Vous voyez, il y a plein d'œuvres comme ça, où on a des contours qui sont pas clairs, etc., comme si on est dans un rêve, comme si on est dans un monde en vapeur. Et enfin, montrer la scène comme dans un fragment d'une étendue au possible prolongement infini. On a dit quelque chose qui part, dont on n'arrive pas à circonscrire l'étendue, que ce soit dans l'œuvre à gauche, qui tend à s'élever, ou dans celle de droite, où on a un fragment, et tout fragment appelle totalité et impossible à embrasser, et donc on est dépassé par la chose. On pourrait poursuivre l'analyse en s'intéressant à la manière dont Saladi crée ces personnages. En effet, dans le montage des personnages, l'artiste se montre particulièrement créatif, n'hésitant pas à opérer par diverses procédures plastiques, faites de stylisation, de déformation, d'association et d'hybridation, de multiplication et d'amplification. Les corps paraissent chez lui nus ou habillés, et souvent truffés de symboles. Fragmentés parfois, ou unifiés, hypertrophiés ou atrophiés, isolés ou en couple, ou parfois même en foule. Bref, dans le traitement du corps, Saladi laisse libre cours à l'étrangeté de sa créativité. Une créativité nourrie par les contes et les histoires imaginaires de la plage jamaïcaine, qui transfigure le réel et le transporte dans un univers fantasmagorique qui n'obéit qu'à sa propre logique poétique. L'expérience créative de Saladi, je vais finir par ça, quel que soit son degré d'étrangeté, nous montre à quel point nul ne crée à partir de rien. L'imaginaire, avec ses créatures merveilleuses et chimériques, et ces univers fantastiques, sont racines de tout temps d'ailleurs, sont racines dans le réel. Et l'œuvre de Saladi illustre bien cela. C'est une œuvre qui ne déploie l'imaginaire qu'en prenant racine dans la réalité visuelle. En effet, tout en étant bien ancré dans le quotidien de déroulement de sa vie, ici et maintenant, celui de la ville de Marrakech, ses œuvres sont d'école pour s'épanouir dans un univers métaphysique qui transcende toute réalité spatio-temporelle. La quête de l'artiste est symbolique. Comment vaincre les forces infernales
qui le range pour permettre à son âme de gagner enfin sa paix, de rejoindre la grâce et la sérénité paradisiaque. Tel est en effet ce qui semble être le moteur de l'activité créatrice de Saladi. Et ce n'est certainement pas par hasard que le végétal a pris une telle importance au fur et à mesure du développement de son œuvre, jusqu'à y occuper l'essentiel de l'espace. Cet envahissement du végétal exprime manifestement la place prépondérante qu'a le jardin chez l'artiste, qui est en permanence vanté par la vision du paradis. Je vous remercie. Alors, merci beaucoup, Monsieur Mohamed Rajdi, pour cette lecture détaillée et ces informations précieuses. Ta phrase combattre, ça l'a dit qu'on voulait combattre les forces infernales qui le hantaient ou l'habitaient, m'a fait penser à une phrase de Abdelrazak Ben Chaban. Abdelrazak Ben Chaban, que tout le monde connaît, je pense, était le premier à l'avoir publié dans sa revue Traces du présent. Il a fait une sorte de collectif où Saladi est appréhendé par plusieurs plumes. Ben Chaban m'a dit ceci en parlant de Bas Saladi, que celui-ci avait peur. Il peignait parce qu'il avait peur de ce qu'il avait dans la tête. Il avait peur de ce qu'il avait dans la tête. Et c'est vrai que Bas Saladi était un type très superstitieux. D'ailleurs, dans la rue, il contournait toujours les bouches d'égout en marmonnant des mots, des phrases pour conjurer le sort, parce qu'il croyait au diable. Il croyait à tel point que il les dessinait, il les sublimait. Donc, tout ce que vient de dire M. Rajdi cadre parfaitement avec les procédés picturaux du peintre, n'est-ce pas? Ses prétentions métaphysiques, son côté énigmatique, sa quête d'un monde supranaturel, on pourrait dire un monde imaginal, et plus que imaginaire, n'est-ce pas? Alors, c'était quelqu'un qui transcendait, qui n'arrêtait pas de transcender. Bien sûr, il souffrait. Et je pense que toute sa peinture a été le fait de sa maladie. C'est grâce, j'aurais tendance à dire que c'est grâce à ce dont il souffrait, à sa maladie, qu'il a pu créer une œuvre aussi magnifique. Merci beaucoup tout le monde et je vous propose ceci s'il y a des questions. Nos invités sont prêts pour y répondre. Oui. Madame Shraibi. Ce qui est dit vous interpelle. Ce qui t'interpelle le plus, c'est l'attitude thérapeutique observée par nos psy, par nos spécialistes du dialogue avec la psyché. Peut-être lui donner, pardon, le micro pour que tout le monde puisse. Ouais, bon. Allez-y, madame. Saladi a donc été interné. Il avait vraiment un univers extraordinaire en lui, fantasmagorique, mais qui nous donnait une lueur d'espoir, à mon sens. C'est que très souvent, la thérapie actuelle, dans le monde justement du dialogue avec des personnes différentes, des personnes autrement pensantes, que l'on masque parce qu'ils ne sont pas comme les autres, donc on masque par l'émotique, par des calmants, par quantité donc d'éléments chimiques, masque cet espoir. Et là, il faudrait peut-être voir dans cette ouverture de Saladi, son ouverture et en même temps sa joie intérieure, voir
fois comment on peut attenter à cette joie intérieure en l'occultant, en l'écartant, en la traitant comme quelque chose d'une fantasmagorie qui n'a pas lieu d'être. Et j'estime que c'est quand même presque criminel. Et l'œuvre de Saladin est heureusement là pour nous dire attention, ces personnes qui ne sont pas, qui ne nous paraissent pas être dans le catalogue des autres et des personnes des autres. Ils sont autrement des génies qu'il faut respecter, qu'il faut adorer et qu'il faut promouvoir dans la transcendance. Absolument. Je salue Saladin. Son œuvre m'inspire aussi. Oui, mais c'est tout à fait juste. C'est vrai qu'il y a beaucoup de colmatage, mais la blessure profonde, la difficulté à vivre est là. Je crois que l'un des rôles de l'art, et Freud l'a dit d'ailleurs, hein, c'est comment transcender, sublimer le principe de réalité. On est tous semés à ce principe-là. Et donc l'artiste, c'est dans ce sens qu'il peut acquérir le statut de créateur, de sacré, quelque part. C'est justement parce qu'il est apte à transfigurer cette réalité douloureuse en nous offrant quitte à se consumer lui-même pour pouvoir générer le jardin comme l'a fait Saladin. Oui, merci. دكتور عبد العزيز التيلاني استاذ باحث بالدار الملكي. شافين. انا عشت مع صلادي في كليه الادب Merveilleux. 72 73 كان كيعمل فلسفه وانا كنت كنعمل التاريخ. كان عنده واحد السوليكس كيمشي عليه يكلمني مع شحال من مره ناحيه الجبل. هذا الراجل كيفاش كيعيش في الحي الجامعي؟ الحي الجامعي انا كنعرف البيت ديالو فيه جوج البيوت. ما يمكنش الطالب اللي يسكن معاه النهار يمشي بحاله. علاش؟ لان عنده مرسم في البيت ديالو. فيه الالوان، فيه قاع عمري كاسمو مرسم دايرو مرسم في ذاك الزمن ديالو. وهذا شاهد عيان، انا شاهدت هذه المسائل. كان عنده اصطدامات في الكليه مع الاساتذه الفلسفه. علاش؟ لانه هو كان كيف قلتو رجل كيشوف الماورائيات، وحتى درس الفلسفه ما قنعوش في الانتاج الروحاني الكبير ديالو. رجل انا في نظري صلادين هو شاهد عصر ديالو على مستوى الفكر الروحي. مثلا الجن هو شاهد على العصر ديالو. في مراكش مثلا في الفتره ديال صلادين كانوا العيالات كيطيحوا بلا رياح، وكان عندنا ضريح معروف في مراكش سيدي عبد اللهيات كيمشيو ليه الناس، وكان صلادي كيمشي لهذا الموسم. فصلادي هو شاهد عصر على تاريخ الفن المغربي، وكنشكركم على بارك الله فيك. الابتسامه هي رد الاعتبار. هذا اكتشاف من اللي عاشرتي وعشتي معاه كنت مع على السوليكس بعد ما تيكون مبينيش وتيقول لي طلعت لك. هذا الرجل باش غتفهموا انت. عجيب. الاساتذه الفلسفه كانوا كيخافوا من الراس ديالو كبير في الفلسفه كيسقطوا. وشحال من مره تيوقف الدرس وتيقول لهم هذا الاستاذ ما كيقريكمش الفلسفه، انا كنشوف حوايج ما نقدرش نقولها لكم. على كل حال انا كنشكركم. شكراً بزاف. لان هذا الرجل ريفيرونس، هو نموذج وفيزيون الفنانين. ايوا الشكر تيرجع للبنك المغربي اللي فكرت تدير لي هذا المعرض. هدف هو باش دخلت البنك المغرب في المتحف. اول حاجه ملي بدينا كنشري مجوحات ديال صلادي اون ايتي توجور انتريغي باغ لوفر ديالو. اون سو ديزي شنو هذا السيد اش كيدير هذا الوقت؟ بعدين عاد دينا فهادشي ديال شنو هذا السيد هذا؟ شنو كومون بو لو كلاسي؟ علاش يدير هذا العالم؟ اون ايتي توجور انتريغي. اون سي دي توجور كان جور on va faire une exposition temporaire sur Saladin. Elle a vraiment, il faut qu'on déchiffre le personnage. وفينالمون تحقق. على كل اكيد انه اذا كاين شي واحد اللي تيحمل الفن المغربي والابداع المغربي الفني، اذا كاين شي فنان اللي يمكننا نقدموه باش نمثلوا به المغرب، تنظن وفي الابداع تنظن هو السرادي. ماشي باش نقصي الاخرين، سي با
Mais je pense que tout ce qui a été dit, a dit Mme Sraïvi, mais je félicite mon ami que je connais bien pour son travail, sa vision holistique, sa manière d'analyser le travail de Saladi d'une manière extraordinaire. C'est pas étrange pour une éminence comme c'est Rushdie. Je pense que aussi c'est un médiateur. Il joue un rôle de médiateur entre ces deux mondes dont on a parlé. Absolument. Un monde qui est occulte à tout le monde. Et c'est un passeur, c'est un médiateur qui nous renseigne sur des choses qu'on n'a pas la capacité de voir. Et qu'il a eu, lui, cette capacité. Il les met en image. Parce que, justement, cette médiation, son écriture, son langage, sa manière de communiquer, parce que c'est un homme silencieux, c'est un homme simple, c'est un homme humble et modeste, dans tous les sens du mot, et a su, quand même, nous parler, communiquer. Et à maintes reprises, j'ai été le voir, on a passé des journées ensemble, et on a voyagé ensemble, j'ai assisté à son mariage, on s'est écrit. Un mariage qui a duré 2 ans. Qui a duré 2 ans. Il n'a pas eu d'enfant. 2 ans. Ouais. Oui, il n'a pas eu d'enfant, il n'a pas eu de vie avec sa femme non plus, parce qu'il est resté très marié à son atelier, à son travail, acharné, passé des nuits. Il n'avait pas la nuit, le jour, il vivait. Un homme qui vivait, qui était extraordinaire et qui nous a transmis justement ce monde extraordinaire, ce monde en couleur finalement, parce que c'est ça aussi la joie de Saladi, un monde festif, hein, comment dans joyeux à la fin. Joyeux à la fin, tout à fait optimiste. Hein, les gens ne l'ont pas saisi de cette façon-là, très poétique, extrêmement poétique. C'est un poète, on l'a dit. On ne cessera pas de le redire, où tous ces sentiments étaient là. Une grande reconnaissance à Taïf Shkili, qui l'a saisi, Madame Sraïvi, parce qu'il a compris qu'il ne fallait pas lui donner ces outils, ou ces comprimés pour represser, pour l'oppresser, pour le calmer. Tout au contraire, il lui a permis d'imploser un peu tout ce qu'il avait en lui, parce que c'est Taïf Shkili lui a ramené. Il les a d'ailleurs, il me l'a dit, il les a demandé, réclamés, personne ne voulait les ramener, ces outils pour travailler. Il n'avait de hâte que de pouvoir les avoir. Sachez que Saladi, lorsqu'il était alterné à chaque fois, sa thérapie était la peinture et que de la peinture. Et il sortait avec des carnets gros, avec des centaines de dessins, et il avait une fierté, sans parler, de les dérouler, de les montrer, bien sûr jamais sans caractère, sans analyse, sans explication. Et puis bon, il y a une petite anecdote alors je disais, Saladi, dis-moi par rapport à ça. Saladi fait de la salade, point à la ligne. Donc c'était un homme de l'humour d'abord. Il aimait ça. J'ai une petite anecdote aussi parce que c'est un homme, c'est un humain à qui il s'agit d'un homme. On était au restaurant, il aimait bien le poisson quand il venait à Casa. On avait un restaurant où il devait aller. Et puis bon, bien sûr, c'était mon invité. À chaque fois, je l'invitais. Et au bout de une dizaine de fois, on était au même restaurant parce qu'il réclamait ce restaurant connu à Casa. Je ne voudrais pas vous donner le nom parce que c'est la chute. Et un jour, il me dit, écoute, tu m'as invité tellement de fois, cette fois-ci, c'est moi qui t'invite. Je dis, mais avec plaisir. Et il dégage l'assiette, il y avait la nappe en papier, il a fait un très beau dessin, il a pris du temps. Mais lui, le temps ne compte pas chez lui. Hein. Vous savez que moi, il est silencieux, il travaille. Et j'étais là, tout le monde presque était parti. Il a terminé, il a pris, soigneusement découpé la nappe en papier et il est parti voir le patron. C'était un jeune Français, un propriétaire du restaurant, le centre-ville de Casa, Poisson. Et il dit, voilà, moi j'invite aujourd'hui mon ami et il lui donne le papier, mais pour payer, je vous donne ça. Et ça va valoir beaucoup d'argent un jour. Alors, le gars, il prend le papier et il le plie. Et il est rentré dans une colère pas possible. Il a dit, rendez-moi mon papier. Il m'a dit, paye. Et on est parti. Il a repris les choses. Il m'a dit, ah ben, cette fois, c'est pour toi. Il me l'a offert et je l'ai toujours.
c'est bien. Et il y a la plueur dedans. Hein? Là, je ne sais pas si on l'a gardé, mais je l'ai aplati. Et bon, ben écoutez, la banque, si on m'avait, on s'était rapproché parce que c'est quelque chose qui raconte une belle histoire. Hein? Oui, c'est une belle anecdote. Hein. Tu as parlé un peu de la singularité du travail artistique, vous avez dit, mais en même temps, ce manque de reconnaissance. C'est difficile pour un artiste de consacrer toute une vie, même si c'est une thérapie pour lui. J'imagine qu'il aurait voulu que les gens puissent être reconnaissants de son travail, de son vivant. C'est souvent lorsque les artistes décèdent qu'on reconnaît, ou en tout cas qu'on se rend compte de ce travail si singulier, finalement, qu'aucun artiste marocain n'a réussi à réaliser. Autre artiste marocain, en tout cas. Enfin, et du coup, j'aimerais comprendre cette notion, c'est-à-dire la singularité de son travail, mais le manque de reconnaissance de son vivant. Comment est-ce que les gens, finalement, de son vivant, appréhendaient son travail? Pourquoi est-ce que son travail n'a pas forcément plu, ou n'a pas forcément... Alors qu'on a d'autres artistes de l'école de Casablanca, etc., qui, eux, par contre, ont depuis toujours eu ce succès, je sais pas. Non, en fait, il a eu quand même une certaine reconnaissance. Ce n'est pas un artiste relativement à d'autres artistes, il y en a beaucoup. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va dire qu'on reconnaît peut-être davantage son travail que pendant les premières années. Mais bien sûr, au début, on ne s'intéressait pas du tout à son travail. Il faisait une œuvre qui était considérée comme une œuvre naïve. D'ailleurs, lui-même, il n'y croyait pas beaucoup. Il s'exprimait tout simplement. Il ne savait même pas, apparemment, qu'il allait être un artiste, quelque part. C'est après qu'on ait découvert son travail, d'ailleurs, qui était une découverte fortuite. Parce qu'en fait, ça a commencé comment son histoire? C'est quand il est retourné à Marrakech, il a bien sûr s'est toujours exprimé par le dessin, etc., le pétale et ailleurs. Tout jeune, il s'exprimait par le dessin. Mais sans forcément se considérer comme artiste. Et sans vraiment penser qu'un jour, il va être reconnu comme artiste. Il est retourné à Marrakech et il a continué à s'exprimer par le dessin. Tout simplement. Et étant dans la misère, sa sœur a pris l'initiative, sans lui demander, d'aller vendre ses dessins sur la plage Amalfna. Et puis il y a un antiquaire, un bazariste plus précisément, qui a acheté une masse de dessins à une vingtaine de dirhams pièce. Il a acheté, je ne sais pas, 20 ou 30 pièces à 30 dirhams, enfin 300 dirhams, quelque chose comme ça. Et ce bazariste connaît quelqu'un qui enseigne dans un centre américain, un enseignant. Et il les a fait rencontrer. Cette personne-là parlait au directeur. Et le directeur lui a organisé une exposition dans son centre, dans son école. Puis après, l'Institut français a mis plus de moyens quand ils ont visité l'exposition. Ils lui ont consacré une autre exposition dans un petit centre, parce que le centre culturel français à ce moment-là, c'était à Guélise, c'était un petit centre, hein, c'est pas une grande salle, etc. Mais elle faisait quand même des expositions d'artistes, de photographes, etc. Ils lui ont organisé une exposition. Et puis après, les artistes commencent à voir que cet univers-là qui est étrange. D'un côté, on reconnaît cette singularité qui est évidente. Il y a quelque chose d'étonnant qui vient de sortir de cet être qui n'a pas fait d'école, mais en même temps, on ne peut pas nier. C'est pour ça que j'ai dit, on ne peut pas nier cette singularité-là. Et on commence à l'inviter dans des expositions. Et il a rencontré, et ça c'est une rencontre qui a beaucoup compté pour lui, évidemment, la galerie qui était l'une des galeries importantes, si ce n'est la galerie importante de Rabat, Pauline de Mazières. L'atelier. Et il a commencé à être appelé même à l'échelle internationale dans des expositions collectives. De son vivant. Puis après sa mort, bien sûr, il y a beaucoup plus d'intérêt parce qu'on lui a rendu des hommages. Un hommage a été rendu par une fondation, Tijel Wafa Bank, etc. Donc c'est pas quelqu'un qui n'a pas eu de reconnaissance. Mais il a même eu une reconnaissance foudroyante, quelque part. Mais à mon avis, je crois qu'il reste maintenant peu connu. Ah ben ça c'est une autre histoire. La connaissance est un autre problème. L'artiste d'une liste est d'un cercle limité de gens qui sont des connaisseurs. Oui, bien sûr. C'est-à-dire qu'il n'a pas atteint la notoriété de certains artistes. Bien sûr. De toute façon, être collectionné, être exposé, être entre guillemets reconnu ne donne pas l'accès à la connaissance.
C'est tout le problème. Il y a énormément d'artistes qui sont célébrés et en grande pompe, mais qu'on ne connaît pas. Et d'autres qu'on ignore totalement parce qu'ils ne sont ni célébrés, ni connus, c'est-à-dire ni d'efforts déployés pour essayer de comprendre un petit peu ce qu'ils font. Ça, c'est un autre sujet. Et la vraie reconnaissance sera en devenir, en quelque sorte, parce que qu'on l'aime ou qu'on n'aime pas, il ne laisse pas indifférent. C'est ça. C'est La ça. première fois que j'ai vu ceci, j'étais Ben Chabel à Marrakech, dans son petit musée. Il avait des très belles. Et puis je n'en revenais pas. C'est ça. La question, c'est qui? Et donc, je n'ai retenu parmi la dizaine d'artistes qu'il y avait à l'époque, que ça l'était. Parce que c'est pas possible, c'est un monde qu'on n'aurait jamais pu imaginer. C'est ça. C'est pour ça que, bon, au fur et à mesure qu'on le montre à d'autres, hein, il va y avoir, je pense, des ressentis, des réactions, c'est quoi? Ça intrigue et ça donne. Et puis, l'exposé que tu as fait, et je veux dire, c'est une pièce de. Donc, c'est magnifique, sincèrement. Merci beaucoup. Non, Sarah, il doit accompagner, mais d'une manière, je ne sais pas s'il figure sur le catalogue, il est très beau d'ailleurs, le catalogue qui a été fait à l'occasion. Mais bon, il y aura d'autres, il faut le garder précieusement. Sarah, moi, j'étais subjugué par. Ouais, moi, j'ai fait ça pour ça, tronc. Non, je préfère le dire. Sarah, ça a été l'ensemble des témoignages qui enrichissent. Et je crois que la reconnaissance internationale se fera dans l'avenir. Parce qu'effectivement, qu'il y a une forme de reconnaissance. Absolument, il faut laisser le temps, comme on dit. Les gens ne connaissent pas encore. C'est dans cet esprit qu'on est en train d'éditer un timbre poste. En hommage, on a pris contact avec la Poste Maroc et on leur a demandé de créer un timbre poste qui va sortir incessamment. Oui, c'est très bien, c'est une très bonne idée. Non, je pense que le peintre a été reconnu déjà quand il a accédé, quand il est rentré en collection nationale. Donc déjà, Il y a une reconnaissance institutionnelle. Oui, institutionnelle. Il va être acheté par le ministère de la Culture. Tout à fait. 85, c'est-à-dire au moment où il y avait le premier noyau d'une collection nationale. Donc 86, il va y avoir une autre acquisition faite par une bibliothèque. Tout à fait. Donc, après, il va être reconnu aussi par une élite, bien sûr, d'un kilo. Donc Mohamed Choukri avait une œuvre de salade, je pense. C'est moi qui lui ai offert. Je lui ai offert et Choukri, parce qu'il m'a demandé, Choukri, il voulait voir Saladi. Il était très intrigué aussi par ce peintre parce qu'il avait participé au festival d'Assela. Donc la notoriété aussi fait qu'on invite des artistes peintres aux ateliers de gravure. Il n'était pas très bien, donc il était très introverti. Il n'a pas beaucoup communiqué. Et Choukri est venu me voir en me disant, mais il ne veut même pas me voir. Et j'aurais aimé avoir une œuvre de lui, quelque chose de lui. Bon, ben, bien sûr, c'est une invitation qui m'a été faite pour lui offrir un travail de Saladi. Et qu'il a, je ne sais pas si vous avez vu le petit livre qu'il a sorti, Al-Shuhrur al-Abyad. Alors, l'image, le livre, c'était ce tableau que je lui ai offert. Puis il y a des écrivains qui ont travaillé avec lui, Zriqal, Habib, etc. Donc il y a une réception favorable à son œuvre, clairement. Il y a une madame, vous voulez parler? J'ai beaucoup de choses à dire, mais je me retiens, ça c'est clair. Parce que tout interpelle justement dans le travail, la création de Saladi. Alors, je ne sais pas par quoi commencer, mais je pense que je vais simplement rebondir sur ce qui vient d'être dit. Parce que, en fait, moi je peux dire que j'étais scotchée quand je l'ai découvert. Et ça me rappelle parfaitement la première fois que j'ai été confrontée, j'ai eu devant moi des tableaux de Picasso. C'était vraiment la même chose. Et c'est pour ça que, et en dépit, effectivement, vous avez fait une intervention formidable, vraiment. Magistral. Non seulement il y a la qualité des intervenants, il y a la reconnaissance qu'il faut faire pour vaincre le livre, parce qu'effectivement, ça n'a pas dû être facile, mais ils osent. Vraiment, ils osent et ils vont très très loin au-dessus du douleur, par exemple. Et donc, ce que je voudrais dire, c'est qu'en dépit de. J'ai visité 2 fois l'exposition, j'ai envie de la revisiter encore, pour vous dire combien il retient. Mais et puis, en dépit de ça, et en dépit de votre intervention, qui est très intéressante, je garde quand même le sentiment
Et je pose la question, est-ce que Sénédi cherchait le regard du public? Est-ce qu'en fait, il ne peignait pas, il ne dessinait pas que pour lui-même? Ou alors ça fait partie de sa nature, ça fait partie de son tempérament. Donc, je n'ai pas le sentiment qu'il cherche reconnaissance. Et là, bien sûr, que ce soit la Chypre qu'il a fréquenté ou vous-même qui travaillez dessus, pourrez peut-être éclairer là-dessus. Autre chose, on sait qu'il a eu une vie très troublée. Donc, et puis les séjours à l'hôpital, tout ça, donc ça, on peut imaginer que ça devait être quelqu'un qui devait, quand il prend le pinceau ou le crayon ou, comme vous dites, le stylo pour dessiner, et d'ailleurs c'est une des singularités aussi de cet artiste, parce que très très peu d'artistes dessinent, très peu, à ma connaissance en tout cas. Est-ce que lui, quand donc j'étais sur... Je vous dis, il y a tellement de choses qui me perturbent beaucoup. Ah, vous avez déjà dit pas mal de choses intéressantes. J'aimerais, je ne sais pas, vous pouvez me rappeler là ce que le film... Le stylo. Ah oui, le stylo. Je sais plus, mais il... Ça va revenir. Ah oui, mais alors ça revient, attends. C'est le fait que, vous voyez, avec tous les troubles qu'il vit, sa peinture est fraîche. Son dessin est frais. Il n'y a que du bonheur qui ressort. Il y a la couleur. Et donc je me dis, mais finalement, et en plus, j'ai le sentiment qu'il a connu des moments de bonheur. Par exemple, on peut voir un travail où on a un couple, donc on peut imaginer que c'est lui avec une compagne, et puis les oiseaux, tout ça. Donc malgré tous les troubles, moi je le vois comme quelqu'un qui, en tout cas, qui donne du bonheur, et qui a dû ressentir du bonheur pour donner du bonheur. En tout cas, il y a une recherche de bonheur. Recherche, c'est sûr. Je crois pour la question de ce qui est pour le public, moi personnellement, je sens que vers la fin, il a découvert cette notion de plaire aux autres. Et on sent que ces dernières œuvres, on sent une approche un peu mercantile, si on peut dire, où il était en train de chercher du beau ou chercher à faire plaire au public. Je crois que... Non, il y a certainement un certain raffinement, donc ça parle de raffinement, et peut-être même un jeu de séduction. Tout à fait. Pour plaire, etc. Et il y a certainement aussi un certain profilage de la part des galeristes, de ceux qui vont le vendre, qui vont lui dire, vous savez, c'est ça qui va plutôt plaire que ceci, développer cet aspect-là. Et d'ailleurs, les formats, par exemple, il va avoir un peu plus de moyens, donc ils vont grandir. Donc il y a tout un ensemble de choses qui vont esthétiser son œuvre, alors que l'expression initiale est une expression beaucoup plus brute, beaucoup plus directe. Mais c'est une carrière. Et peut-être qu'il y a les deux, c'est-à-dire que l'artiste lui-même se plaît dans cette histoire-là. En fin de compte, il retrouve une certaine paix puisqu'il voit qu'il gagne un peu d'argent, qu'il commence à être bien, que les gens s'intéressent à lui. Il a beau travailler pour lui en priorité, et comme tout artiste d'ailleurs, on travaille d'abord pour soi, même un architecte qui a des commandes dans son laboratoire, dans sa recherche, il travaille pour lui, mais alors qu'il y a une commande. Il a beau travailler pour lui, il y a toujours l'attente, il y a toujours l'autre qui est là. Et ce qui est justement toujours vrai, puisque même après sa mort, on continue toujours. Et ce que vous avez dit, c'est valable pour les hommes préhistoriques. Est-ce qu'ils travaillaient pour le spectateur, pour nous? Mais ça ne nous empêche pas de nous intéresser à leurs traces, parce que c'est d'abord des traces humaines qui nous renseignent sur l'humanité. Il m'avait dit un jour que, justement, à propos de séduction, par rapport à ce qu'il faisait vers la fin, surtout, qu'il ne comprenait pas pourquoi les gens payaient ces tableaux alors qu'ils se faisaient plaisir. C'était lui qui disait ça. Il ne comprenait pas. Donc, c'est peut-être, il a de l'humour, hein, cela dit, il n'est pas un garçon vraiment un peu comme on pense, toujours en crise, non, pas du tout. Il a des moments de lucidité, des moments où il peut te regarder dans les yeux parce qu'il ne le fait pas souvent, mais il y a des moments de lucidité. Je voulais aussi vous parler de une des dernières œuvres de Seladi, c'est la Noce de printemps, pour ceux qui la connaissent, qui fait 3 mètres par 2. Elle est très grande. Et qui est magnifique, belle. C'est un moment de vie et de joie. Noce de printemps. Même, et c'est lui qui trouvait, bien sûr, les naming pour ses toiles et pour ses œuvres.
Et c'est dommage qu'on n'ait pas. J'aurais pu venir avec l'image de voir ce tableau qui a été vendu à Londres. Hein, donc, avec Les œuvres partent. oui, voilà. Donc peut-être la reconnaissance n'est pas venue dans ce il est sens. sur Internet. Il est sur Internet. Ah ben, c'est, je pense, l'œuvre la plus chère de l'histoire de la peinture du Maroc qui a été vendue à l'extérieur. Oui, mais il paraît aussi qu'il y a beaucoup de faux. Ah, là, le faux, c'est une autre histoire. A été cannibalisé. Énormément. Et à se demander si ce garçon, il avait plus... On a faussé ses œuvres. On a l'impression qu'il a vécu plus de 42 ans pour pouvoir faire ce qui est maintenant sur le marché. Il y a beaucoup de faux, mais on reconnaît tout de suite les faux. Mais on reconnaît tout de suite, c'est impossible avec la minutie et tout. C'est pas possible. Maintenant, ils s'appliquent encore plus, ils s'adaptent, mais ils n'ont pas tous les secrets. Et je ne dirais pas quels sont les secrets. Moi, je pense que pour Salavi, c'est difficile de faire passer les fautes de Salavi parce qu'au moins, c'est l'un des rares artistes dont le travail a été en quelque sorte catalogué durant son vivant. Oui. Par Abdullah Zariqa, Oui. vous avez évoqué tout à l'heure, et par le photographe, Tout à fait. c'est son ami. L'union. Exactement. L'armo. Et donc, Salavi avait une couverture photographique de la quasi-totalité de son œuvre. Exactement. Il était conscient. Mais on n'arrive pas à la retrouver. L'union, on l'a cherché, on ne l'a pas trouvé. Ouais, c'est ça le problème. Donc, c'est pour ça que je trouve que c'est un peu. Voilà. Ouais. Mais il y a quand même. Il y a du faux. Il y a du faux. Beaucoup, Qui avons beaucoup. pris la charge de récolter les hadas, on avait une peur bleue de notre avenir. Là, on se disait, il faut surtout ne pas exposer une fausse œuvre d'hier. Et on a tamisé pour éviter cette avenir. Donc, mais ça reste quand même difficile. C'est pas toujours évident. Oui, les faussaires se sont appliqués. Moi, ce que je demande souvent, et je le redemande encore aujourd'hui, c'est de les voir, parce que effectivement, c'est une école. Écoute, ils ne sont pas obligés de refaire du Saladi. Mais comme ils ont quand même acquis une technique, ben, qu'ils peuvent aller dans la créativité, voir un peu ce qu'ils peuvent faire. C'est un peu dommage de rester sur le registre de Saladi, parce que personne n'est capable. Ce qu'on ne peut pas donner, c'est l'âme d'une œuvre. Et Saladi, c'est aussi une âme hein, qui est transmise à travers son travail. Et c'est un des secrets qui ne peut pas être ni maîtrisé, ni dompté. C'est comment donner de l'âme à une œuvre. Et donc, un faussaire ne pourrait jamais le faire. Et c'est pour cela que... Un faussaire, il enlève l'âme, il tue l'œuvre. Oui, exactement l'inverse. Oui, c'est l'inverse qu'il fait. Mais puisqu'ils ont une technique, qui est un peu bon, ils n'ont pas encore atteint la perfection de Saladi, mais la technique aujourd'hui est là. Pourquoi ne pas l'utiliser à bon escient et lui donner quand même une possibilité de rentrer dans ce mouvement, dans cette école de Saladi. C'est une école de peinture, Saladi, de dessin. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vous remercie. Alors, merci beaucoup tout le monde et à une prochaine fois. Une prochaine Merci. fois. Merci. C'est un plaisir.